Chapitre 8. Le chant de coquelicots. Le lendemain matin, la petite bande s'éveilla de bonne humeur. Chacun était plein d'espoir. Dorothée eut droit à un petit déjeuner de princesse grâce aux pêches et aux prunes que l'épouvantail ramassa sur les arbres voisins. Derrière eux, la grande forêt étendait sa masse sombre et menaçante, mais le plus dur était passé, et un paysage riant les attendait. La route de la cité d'Émeraude brillait sous le soleil. Le radeau était presque terminé. L'homme en fer-blanc abattit les derniers rondins nécessaires et les fixa à l'aide de chevilles de bois. Tout était prêt pour la traversée. Dorothée s'assit bien au milieu du radeau, avec Toto sur les genoux. Lorsque le lion poltron monta à son tour, la frêle embarcation faillit chavirer sous son poids, mais l'épouvantail et l'homme en fer-blanc firent contrepoids de l'autre côté, et tout rentra dans l'ordre. Ils avaient taillé de longues perches avec lesquelles ils dirigeaient le radeau. Tout se passa à merveille jusqu'au milieu de la rivière. Là, l'embarcation rencontra un tourbillon qui l'emporta vers l'aval, à mi-chemin des deux berges, de plus en plus loin de la route. L'eau était si profonde que les perches ne touchaient plus le fond. « Je suis très inquiet, déclara l'homme en fer-blanc. Si le courant nous emporte ainsi, nous risquons fort de nous retrouver sur les terres de la vilaine sorcière de l'Ouest, qui ne manquera pas de nous jeter un sort pour nous réduire en esclavage. Nous retrouverons la route de la cité d'Émeraude, coûte que coûte, s'exclama l'épouvantail, en enfonçant sa perche dans l'eau. Il avait poussé avec tant de vigueur que le bout de la perche se ficha dans le fond boueux et brusquement s'immobilisa. Le radeau continua de dériver, emportant les trois autres, mais l'épouvantail resta planté en plein milieu de la rivière, accroché à sa perche. « Adieu !» cria-t-il à ses compagnons impuissants qui s'éloignaient au fil de l'eau en faisant de grands signes. L'homme en fer-blanc commença à pleurer, mais de peur de rouiller, il s'arrêta tout de suite et sécha ses larmes sur le tablier de Dorothée. Quant à l'épouvantail, il demeura seul et désemparé, agrippé à sa perche. « Me voilà bien mal en point, songea-t-il. Et plus mal encore que le jour où j'ai rencontré Dorothée, car planté dans mon champ, je pouvais au moins faire semblant d'effrayer les oiseaux. Mais ici, au beau milieu de l'eau, de quoi ai-je l'air? Ce n'est pas la place d'un épouvantail. Et cette fois, je peux pour de bon dire adieu à mon cerveau. » Pendant qu'il se désolait ainsi, le radeau s'éloignait au gré du courant. « Nous ne pouvons pas continuer à dériver ainsi, déclara le lion. Si je nageais jusqu'au rivage, je pourrais vous tirer derrière moi. Vous n'aurez qu'à vous cramponner au bout de ma queue. Sitôt dit, sitôt fait, il plongea dans l'eau. L'homme en fer-blanc s'agrippa à sa queue et le lion se mit à nager de toutes ses forces vers la rive. Lorsqu'ils retrouvèrent la terre ferme et les belles prairies verdoyantes, ils étaient tous épuisés. En outre, le courant les avait entraînés bien loin de la route de briques jaunes. Le lion s'étendit au soleil pour faire sécher son pelage. Une fois que tout le monde se fut reposé, Dorothée prit son panier et s'engagea sur les berges herbues, suivie de ses amis, pour retourner au point où ils avaient voulu traverser la rivière. La campagne était ravissante. Les fleurs et les arbres fruitiers prospéraient sous un soleil radieux, et sans la mésaventure du pauvre épouvantail, les trois amis eussent été tout à fait heureux. Ils marchaient en hâte, Dorothée s'interrompant à peine de temps en temps pour cueillir des fleurs, et bientôt, l'homme en fer-blanc s'écria « Regardez !» Tous suivirent des yeux la direction qu'il indiquait. Au beau milieu de la rivière, installé tant bien que mal sur sa perche, le malheureux épouvantail avait l'air le plus désolé du monde. « Il faut trouver un moyen de le tirer de là. Que pouvons-nous faire ?» demanda Dorothée. Le lion et l'homme en fer-blanc hochèrent la tête sans répondre. Ils n'en avaient aucune idée. Assis sur la rive, ils regardaient leur ami d'un air mélancolique. Mais soudain, une cigogne vint à passer et, les apercevant, se posa au bord de l'eau. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Où allez-vous » ?»« Je m'appelle Dorothée, » répondit la petite fille. « Et voici mes amis, le lion poltron et l'homme en fer-blanc. Nous nous rendons à la cité d'Émeraude. »« Ce n'est pas la bonne route, » remarqua la cigogne en tordant son long cou pour mieux dévisager ces étranges voyageurs. « Je le sais bien, » soupira Dorothée. « Mais nous avons perdu notre compagnon l'épouvantail. Nous étions précisément en train de nous demander comment le tirer du mauvais pas où il se trouve. »« Quel mauvais pas ? Il est là, regardez, au milieu de la rivière. » La cigogne se gratta la tête de sa patte maigre. « S'il était moins gros et moins lourd, je vous le rapporterais volontiers. »« Oh, mais il n'est pas lourd du tout !» s'exclama Dorothée. « Son corps est rembourré de paille. Si vous étiez assez bonne pour lui faire traverser la rivière, nous vous en serions très reconnaissants. »« Bon,
Je vais essayer, dit la cigogne. Mais je vous préviens, si jamais je le trouve trop lourd, je le rejette dans la rivière. Elle prit son envol et en un clin d'œil arriva au-dessus de l'épouvantail. De son grand bec, elle le saisit par le bras et l'enleva dans les airs sans le moindre effort, car Dorothée n'avait pas menti, il ne pesait presque rien. C'est ainsi que l'épouvantail se retrouva en sécurité sur la berge auprès de ses amis. Il fut si heureux qu'il se précipita sur chacun pour l'embrasser avec fougue. Il embrassa même le lion et le petit Toto. Puis, tous ensemble, ils reprirent leur route. L'épouvantail d'humeur radieuse chantait « Youpi, tralalaboum » à chaque pas. La bonne cigogne s'envola dans les airs et disparut rapidement à leur vue. Ils poursuivirent leur chemin en écoutant chanter, dans les arbres, les oiseaux au plumage bariolé, et en regardant les belles fleurs dont l'herbe était parsemée. Elles formaient sous leurs pieds un véritable tapis jaune, blanc, bleu et mauve, au-dessus duquel s'épanouissaient les corolles souveraines des coquelicots, d'un rouge si soutenu que Dorothée en fut presque éblouie. À mesure qu'ils avançaient, les coquelicots se faisaient plus nombreux, au détriment des autres fleurs. Bientôt, ils se retrouvèrent dans un immense champ de coquelicots. Or, chacun sait que les coquelicots sont apparentés aux pavots. Le parfum de ces fleurs, lorsqu'il est très puissant, peut suffire à faire tomber n'importe qui dans un profond sommeil, et si l'on n'éloigne pas le dormeur des coquelicots, il risque fort de ne jamais se réveiller. Mais Dorothée ignorait cela, et d'ailleurs elle était déjà si bien engagée dans le champ qu'elle respirait à plein poumon les effluves soporifiques. Très vite, ses paupières s'alourdirent, et elle ressentit le besoin de s'allonger pour se reposer. L'homme en fer-blanc l'en dissuada. « Dépêchons-nous de retrouver la route jaune, dit-il. L'épouvantail lui donna raison. Ils continuèrent donc à marcher, mais bientôt Dorothée se trouva à bout de force. Ses yeux se fermaient malgré elle. Oubliant le danger, elle tomba profondément endormie parmi les coquelicots. « Il faut faire quelque chose, décréta l'homme en fer-blanc. « Si nous la laissons là, elle mourra, renchérit le lion. Cette odeur est dangereuse pour nous tous. Moi-même, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Et regardez le petit chien, il dort. »« Cours vite te mettre à l'abri de ces coquelicots malfaisants, dit l'épouvantail au lion. Nous pouvons nous occuper de Dorothée, mais toi tu es trop lourd. Si tu t'endormais, nous ne pourrions pas te transporter hors du champ. Le lion obéit à ce sage conseil. Il s'élança de toute la vitesse de ses pattes et en un instant, il avait disparu. Entrecroisons nos bras pour lui faire un fauteuil, proposa l'épouvantail. Il ramassa Toto et le déposa dans le giron de sa maîtresse. Ensuite, il tendit ses bras à l'homme en fer-blanc et ils transportèrent la petite fille endormie dans ce fauteuil de fortune. Plus ils marchaient, plus il leur semblait que ce champ de coquelicots ne finirait jamais. En suivant le bord de la rivière, ils finirent par rencontrer leur ami le lion, le nez dans les coquelicots, qui dormait d'un sommeil de plomb. Le parfum des coquelicots avait eu raison de ses forces, et il s'était écroulé là, tout près du but, à quelques pas de la route jaune et des champs. « Nous ne pouvons rien faire pour lui, remarqua l'homme en fer-blanc d'un ton désolé. Il est beaucoup trop lourd, nous n'avons plus qu'à le laisser là. Il dormira tout le reste de sa vie et peut-être rêvera-t-il qu'il est devenu courageux. »« Comme c'est triste, dit l'épouvantail. Malgré sa poltronnerie, le lion était un excellent camarade. Mais ne nous attardons pas, il faut réveiller Dorothée. » Ils déposèrent la petite fille sur un carré de gazon tout près de la rivière, et assez loin des coquelicots pour la préserver des effluves mortels. Et puis, assis auprès d'elle sur l'herbe tendre, ils attendirent que la fraîcheur de la brise ranime leur ami.